Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Experts du bâtiment proposé par la FFB Grand Paris Île-de-France. Nous allons aujourd'hui aborder un sujet qui pourrait sembler simple s'il n'était pas concerné par des aspects juridiques essentiels. Je veux parler du devis établi par une entreprise du bâtiment et des conditions générales d'intervention. Notre experte sur le sujet est Célia Desanneaux, juriste consultante en droit des marchés à la Fédération française du bâtiment Grand Paris Île-de-France. Bonjour Célia et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors Célia, nous allons commencer par la base de notre sujet. Pouvez-vous nous définir ce qu'est un devis ? Oui, bien sûr. Alors, le devis, c'est un écrit qui va venir détailler les travaux et les matériaux à utiliser, ainsi que le coût de l'opération. Il va servir à formaliser l'accord entre l'entreprise du bâtiment et le client. Et pour certains travaux, donc notamment ceux d'un faible montant et passés avec des particuliers, il peut même être le seul document contractuel d'une opération. C'est pour ça qu'une fois accepté et signé par les parties, il faut bien comprendre que cette offre de travaux, elle constitue un contrat à part entière. Ce qui signifie que l'entrepreneur doit effectuer les travaux prévus au devis et en contrepartie, le client doit lui payer la somme due. C'est pour cette raison que le devis est très important. Pour qu'il soit valable, il est nécessaire de respecter le formalisme imposé. Il faut noter que le devis suit les règles classiques de rédaction et d'exécution des contrats. Quelles sont par exemple les mentions qui doivent obligatoirement figurer dans un devis ? Alors, quel que soit le montant de l'intervention, mais aussi en cas d'urgence, un devis doit être établi en précisant les mentions que je vais vous énumérer. Premièrement, la mention explicite devis. Également la date de rédaction, la numérotation du devis, c'est-à-dire la référence du devis. Ne pas oublier également le nom du client, le lieu d'exécution de l'opération, la nature exacte des travaux à effectuer. Également le décompte détaillé, les frais de déplacement. Ne pas oublier non plus la somme globale à payer hors taxes et toutes taxes comprises en précisant bien sûr le taux de TVA. Également la durée de validité de l'offre, l'indication du caractère payant ou gratuit du devis. Et enfin, à ne surtout pas oublier, c'est la signature du client, bien précédée de la mention manuscrite lue et approuvée, suivie de la date du jour. J'attire votre attention particulière sur l'importance de la signature et de la mention lue et approuvée, puisque ce n'est pas très respecté en pratique. Nous le voyons au quotidien au service juridique. Lorsque nous avons des appels à ce sujet, très souvent les devis ne comportent pas de signature ni la mention lui est approuvée. Et il faut bien comprendre que sans signature du client, le devis n'a pas de valeur juridique contraignante. Ce qui signifie que, en cas d'action en justice, votre devis risque de ne pas être valide et il ne vous sera pas possible de vous y référer, notamment dans le cadre d'un recouvrement de vos impayés par exemple. Y a-t-il d'autres points sur lesquels il faut être vigilant lors de la rédaction d'un devis ? Alors je dirais, comme point de vigilance à connaître également, premièrement, dans toutes les hypothèses, l'entrepreneur qui ne réalise pas immédiatement les travaux, il est tenu d'indiquer dans son contrat la date ou le délai limite à laquelle il s'engage à exécuter sa prestation. Et s'agissant des particuliers, il y a un délai spécifique puisque, à défaut d'indication ou d'accord quant à cette date, le professionnel va devoir exécuter la prestation au plus tard 30 jours après la conclusion du contrat. Et donc c'est très important de respecter ces délais puisque en cas de non-respect, le particulier peut mettre fin au contrat sans délai si la date ou le délai d'intervention était une condition essentielle du contrat lorsqu'il a conclu le devis. Et donc dans ce cas, les acomptes éventuellement perçus devront évidemment être remboursés. Deuxièmement, je dirais comme point de vigilance, il est impératif de mentionner les modalités d'enlèvement et de gestion des déchets qui sont générés par les travaux, ainsi que les coûts associés. Il faut préciser les installations dans lesquelles il est prévu que ces déchets soient collectés. Et donc, tout manquement est passible d'une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 3 000 € lorsque c'est une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Certains devis font-ils exception aux règles classiques de rédaction et d'exécution des contrats ? Oui, alors les travaux de dépannage, de réparation et d'entretien qui sont réalisés pour un particulier vont faire exception aux règles classiques de rédaction et d'exécution des contrats. Et pour ce type de travaux, les entrepreneurs vont devoir faire connaître aux particuliers des informations spécifiques que sont les taux horaires de main-d'œuvre, toutes taxes comprises, les modalités de décompte du temps passé, également ne pas oublier les prix, toutes taxes comprises, des différentes prestations forfaitaires proposées, donc notamment les prix au mètre linéaire ou au mètre carré, les frais de déplacement, le caractère payant ou gratuit du devis, et d'ailleurs, en cas de devis payant, il va falloir mentionner son coût d'établissement, et s'il y a lieu, toute autre condition de rémunération. Les entrepreneurs peuvent le faire savoir soit par voie d'affichage
lorsqu'ils reçoivent la clientèle dans leurs locaux. Dans ce cas, ces informations sont affichées de façon visible et lisible de l'extérieur dans les locaux de l'entreprise. Elles doivent également être aisément accessibles sur tout espace de communication en ligne dédié aux professionnels, par exemple son site internet ou encore ses réseaux sociaux. Ou bien, l'entreprise peut faire savoir ces informations par un écrit. Là, c'est le cas où la prestation est offerte sur le lieu d'intervention. En effet, c'est le cas du contrat conclu hors établissement, c'est-à-dire un contrat qui est conclu avec un client ailleurs que dans les locaux de l'entreprise. Donc en fait, c'est généralement chez le client. Et pour les contrats conclus à distance, donc les contrats conclus sur Internet, le professionnel doit fournir au particulier, sur papier ou sous réserve de l'accord du particulier sur un autre support durable, des informations complémentaires, notamment sur les modalités du droit de rétractation. Tout manquement à ces obligations est passible de poursuites judiciaires, donc il est nécessaire de les respecter. Sinon, l'entreprise risque une amende administrative dont le montant ne peut pas excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Également faire attention lorsque l'entreprise contracte avec un particulier, puisque le juge va venir vérifier s'il n'y a pas eu de pratique commerciale trompeuse. Ces dernières sont punies de 2 ans d'emprisonnement et d'une amende maximum de 300 000 €. Donc il ne faut pas oublier que les personnes morales peuvent aussi être déclarées responsables pénalement. Célia, nous avons vu en détail les points cruciaux de la rédaction d'un devis. Nous allons aborder les conditions générales d'intervention juste après cette courte annonce. Vous souhaitez plus d'informations sur ce sujet qui vous concerne ? La Fédération française du bâtiment Grand Paris Île-de-France vous accompagne dans toutes vos démarches. Pour adhérer, contactez-nous au 01 40 55 10 11. Célia, passons maintenant aux conditions générales d'intervention rattachées au devis. À quoi servent-elles ? Alors, les conditions générales d'intervention sont un écrit qui va venir formaliser l'ensemble des modalités et les conditions d'intervention de l'entreprise. Donc en fait, l'intérêt premier de ces conditions générales d'intervention, c'est de fixer les règles du jeu de l'entreprise. Elles sont communiquées aux clients au plus tard au moment de la signature du marché et elles font partie intégrante des documents contractuels. C'est très important de bien les rédiger puisque leurs dispositions s'imposent aux co-contractants au même titre, par exemple, que les mentions d'un devis. La rédaction de conditions générales d'intervention est-elle obligatoire ? Alors, les entreprises sont tenues de transmettre leurs conditions générales d'intervention lorsqu'elles existent, à la demande de tout client potentiel. Mais il faut noter qu'il n'y a aucune obligation à rédiger des conditions générales d'intervention. Leur contenu est-il réglementé ? Alors, il n'existe pas de réglementation sur le contenu des conditions générales d'intervention, mais il y a quand même quelques mentions obligatoires. Ces dernières doivent préciser des conditions de règlement, principalement, à ne pas oublier, et prévoir certaines mentions obligatoires comme la garantie légale de conformité ou encore le recours à un médiateur de la consommation dans les contrats conclus avec des particuliers. Il faut également faire attention puisque le contenu des conditions générales d'intervention peut différer selon la nature des travaux ou la qualité du maître d'ouvrage puisque les dispositions légales sont, dans certains cas, différentes. C'est pourquoi nous conseillons très souvent à nos adhérents, lorsqu'ils nous appellent à ce sujet, s'ils rédigent un document unique à destination de l'ensemble de leurs clients, particuliers et professionnels, et pour tout type de travaux, il faut qu'ils soient particulièrement vigilants afin d'éviter que certaines clauses de leur contrat soient considérées comme abusives ou illicites. Célia, vous avez mentionné le médiateur de la consommation. De qui s'agit-il et quelle est sa mission ? Le médiateur de la consommation, c'est un tiers qui est neutre, qui est indépendant et qui aide les particuliers et l'entreprise en charge des travaux à résoudre à l'amiable leurs litiges. En fait, il va venir servir d'intermédiaire, il va aller proposer une solution, créer un consensus entre les parties, mais nous sommes toujours au stade de la médiation, donc les parties sont libres d'accepter ou de refuser la solution proposée par le médiateur. Le recours au médiateur de la consommation, il est gratuit pour le particulier, qui a le droit d'y accéder pour tout litige n'excédant pas 5 000 €. Très important à noter pour les entreprises qui nous écoutent, depuis le 1er janvier 2016, les professionnels doivent proposer à tous leurs clients particuliers un dispositif de médiation de la consommation à saisir en cas de litige. Et concernant particulièrement les conditions générales d'intervention, le professionnel est tenu de communiquer le nom, les coordonnées, ainsi que le site internet du ou des médiateurs compétents, sous peine de se voir infliger une amende d'un montant de 3 000 € et 15 000 € lorsque c'est une personne morale. Pour vous permettre de désigner un médiateur de la consommation, la FFB
à signer des partenariats avec différents médiateurs. Et pour toute question complémentaire, comment les adhérents peuvent-ils vous saisir ? Alors, ils peuvent faire appel au pôle juridique de la Fédération française du bâtiment Grand Paris Île-de-France au 01 40 55 10 71. Merci beaucoup Célia de nous avoir éclairé sur la rédaction d'un devis et des conditions générales d'intervention. C'est la fin de cet épisode des Experts du bâtiment. Merci d'être fidèle à ce rendez-vous que vous retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts comme Deezer, Spotify ou Apple Podcasts. Abonnez-vous gratuitement pour ne manquer aucun numéro et si l'émission vous plaît, parlez-en autour de vous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode des Experts du bâtiment.